Bonjour. Donc, on va commencer bientôt. Il est 11 heures, là, mais on veut maximiser notre temps, donc pas faire trop attendre les gens. La rencontre, de toute façon, elle est enregistrée, là, donc si jamais il y en a qui manquent le départ, ça pourra être visionné ensuite. Donc, aujourd'hui, webinaire pour l'appel de projet 2023-2024 en prévention du suicide. Donc, je vais vous faire la présentation. Moi, c'est Valérie, donc je suis à PPR dans l'équipe de santé mentale adulte. Je travaille en prévention du suicide et en prévention de l'itinérance à la DRSP. Et je suis avec Camille, ma collègue. Si tu veux te présenter, Camille. J'ai fermé mon son. Ah. Oui, bonjour tout le monde. On est dans la même pièce, donc enchantée. On est bien content de vous présenter l'appel de projet qui est une première là, à Montréal. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vos commentaires sont les bienvenus. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. À ce moment-là, Camille, tu pourras me dire là, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit parce que je ne verrai plus. OK. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est qu'on va présenter, dans le fond, clarifier les objectifs de l'appel de projet. Suite à chaque thématique, là, il va y avoir une période de questions, commentaires, si vous avez des besoins de spécificité là, de plus. Ensuite, on va voir la présentation et la clarification du cadre de référence, l'explication du formulaire de soumission et la clarification là, pour les prochaines étapes, les échéanciers qui sont à venir. Donc, au niveau des objectifs, comme il était marqué là, dans le cadre de référence, ça va être de sensibiliser les personnes en situation d'instabilité résidentielle à la problématique du suicide et principalement de leur faire connaître les ressources en prévention du suicide qui sont disponibles à Montréal. Ensuite, comme deuxième objectif, c'est de sensibiliser la population générale sur les approches de communication et le soutien privilégié auprès des personnes en détresse s'identifiant comme hommes ou adhérents au stéréotype de genre masculin, sur les signes de détresse, sur la demande d'aide au masculin et sur les ressources disponibles. Donc, c'était rapide là, comme petite intro, mais c'est vraiment pour savoir est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions principalement sur les objectifs, à savoir les clientèles, à savoir est-ce que ça s'inscrit dans les deux groupes, si vous aviez des questions là, pour vos projets. Peut-être juste mentionner qu'on a fait un petit ajout dans le cadre de référence, c'est sensibiliser les personnes en situation d'instabilité résidentielle, mais aussi les professionnels qui travaillent avec eux. C'est pas dans la présentation PowerPoint, c'est un petit oubli de notre part. Donc, c'est les deux publics cibles là, qui peuvent être visés là, par le premier objectif. Est-ce que c'est clair pour vous, cette différence-là? C'est bon. OK, je pense qu'on passe à l'autre. Parfait, on poursuit. Donc, au niveau du cadre de référence, on a les modalités de soutien. Donc, l'enveloppe est de 320 000. On a prévu là, de financer 5 organismes pour un montant de 64 000 $ pour un an. Le transfert de fonds se fait en un seul versement. Puis les sommes vont pouvoir être reportées là, à l'année financière 2024-2025, vu l'aspect tardif là, du dépôt des fonds. Pour les instances admissibles, l'appel de projet, c'est seulement pour les organismes communautaires de Montréal. Donc, vous devez être enregistré comme un organisme communautaire en conformité avec le cadre de gestion des mesures de santé publique. Donc, exactement, c'est pour le communautaire. Ensuite, au niveau des projets admissibles, c'est peut-être là qu'il va y avoir des questions là, pour des précisions. Donc, le projet déposé doit inclure des activités de sensibilisation directement auprès du public cible qui tenteront de joindre le plus grand nombre de personnes possible. Inclure la production de matériel de sensibilisation qui pourrait être partagé avec d'autres organisations pour la sensibilisation du groupe cible. Être réalisé sur l'île de Montréal, démontrer sa conformité avec les objectifs spécifiques et les principes d'action du financement et présenter un dossier de soumission, de projet complet. Donc, juste avant que je poursuive, là, au niveau des atouts, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions principalement sur, ici, les projets admissibles? Oui, Audrey. Oui, bonjour, merci.
Oui, mon nom c'est Audrey, je travaille pour Médecins du Monde. Et puis en fait, j'avais vu que les projets non admissibles, c'était les projets avec but d'intervention clinique individuelle ou de groupe. Et je voulais savoir pourquoi en fait que c'était pas admissible. Dans le fond, c'est qu'on est en promotion, prévention. Donc, l'objectif, c'est de faire de la sensibilisation. Malheureusement, la santé publique ne peut pas prendre en charge les interventions cliniques qui sont effectuées directement auprès de la population. On est vraiment avec la stratégie nationale, c'est la promotion et la prévention du suicide, donc via des activités de sensibilisation. Pour faire le financement, là, nous, on se colle directement aux orientations du MIS dans la stratégie nationale. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des projets admissibles? Hélène. Désolée. Je voulais faire du pouce sur la question d'Audrey. On parle de projets non admissibles avec l'intervention. Ceci dit, au niveau de la promotion et de la prévention, est-ce qu'on peut partir sur du par et pour avec des personnes touchées par le suicide et les idées suicidaires? Oui, tant que ça reste dans la mesure des activités de sensibilisation, oui. D'accord, merci beaucoup. Plaisir. Je crois que j'avais vu une main de Anne-Catherine. Oui, donc Anne-Catherine. OK. Sinon, Yvon Riendo. Oui, bonjour. Yvon Riendo de l'UQAM. Pourriez-vous, juste pour une précision pour moi et pour peut-être d'autres personnes, quand vous dites le public cible, le premier picot en haut, public cible et puis sensibilisation, pourriez-vous me donner une image pratique, dans quel type de contexte sont regroupés ces gens-là ou seraient regroupés ces gens-là, dans quel type de locaux et quelle précision de public cible, s'il vous plaît? OK. Par exemple, si on peut y aller avec instabilité résidentielle, on pourrait parler d'une activité de sensibilisation qui se fait directement auprès d'une population en situation d'itinérance, par exemple dans un refuge, dans un organisme communautaire qui fait du suivi en journée. Ça s'adresse, ça peut être dans n'importe quel lieu où cette population-là se trouve. Sauf que là, vous m'avez répondu un mot qui est itinérance. Y a-t-il d'autres particularités au niveau du public cible à part les itinérants? Il peut y avoir, par exemple, pour les hommes, un organisme qui offre du soutien, par exemple, aux hommes en violence, qui offre du soutien, par exemple, alimentaire. Ça peut être, c'est très, très vaste. C'est tous les organismes communautaires qui peuvent desservir ces populations-là. Donc, ça peut être de faire une après-midi, une activité thématique, un atelier de sensibilisation auprès des hommes qui fréquentent l'organisme, avec des inscriptions et tout ça. D'accord. Merci. Donc, ce n'était pas Anne-Catherine, mais bien Anne et Catherine. Donc, oui, c'est à vous. Oui, c'est ça, on ne s'était pas reconnus, désolée. Nous, dans le fond, on a comme deux questions. En fait, on voulait savoir si ça rentre dans le projet, là. On a un projet d'activité dans le bois. On est situé à Montréal, mais on amènerait nos jeunes dans le bois. Fait qu'à l'extérieur de Montréal, fait que là, on voulait savoir si ça répondait au projet. Mais les personnes qu'on soutient, c'est des personnes en situation d'itinérance qui vivent à Montréal. Oui. Fait que ça fonctionne. Okay. Vous êtes un organisme communautaire montréalais, votre population est montréalaise, donc oui, ça convient. OK. Super. Merci. Je me permets peut-être d'ajouter par contre que les objectifs de l'activité doivent être en lien avec la prévention du suicide. Donc là, vous nous parlez d'une activité dans les bois, l'exposition à la nature a beaucoup d'impact sur la santé mentale, mais le lien avec la prévention doit être clair dans votre offre de projet. Mélissa. Oui, allô? Ma question est, est-ce qu'on peut déposer le projet en partenariat? Alors, moi, je m'explique, moi, j'ai la population, puis l'autre organisme a l'expertise. Est-ce qu'on peut se jumeler et déposer une demande conjointe? Oui. Par contre, le bénéficiaire doit être un seul organisme. Oui, c'est un seul versement.
Donc, il y a un organisme qui vont recevoir. Après, c'est à vous de faire des modalités ensemble, mais oui, c'est possible de faire des partenariats. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je vous remercie beaucoup. OK, parfait. Et donc, Anne et Catherine, vous aviez la main... Ah, parfait. Excellent. Donc, il n'y a pas d'autres questions par rapport aux critères? OK. Alors, on poursuit. Donc, les éléments qui vont être mentionnés, là, ça reste des atouts. Donc, ce n'est pas des critères d'admissibilité pour les projets, mais ça va être considéré comme des atouts. Donc, quelque chose qui peut ajouter un petit peu à votre demande. Donc, le projet doit être à portée régionale ou peut être repris par des organismes d'autres territoires. Le projet inclut des collaborations avec un ou d'autres organismes communautaires ou établissements du réseau de la santé. Le projet inclut une démarche de participation citoyenne pour la production des outils et des activités, une attention particulière là, aux inégalités sociales de santé. Le projet présente des pistes d'action moyens afin de favoriser la continuité du projet au-delà de l'année de financement, puis inclure une méthode d'évaluation des activités. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là? Non? Oui. Je ne vois plus. Allô? Okay. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. OK. Non, cette partie sur les atouts, ça allait très, très bien. En fait, il s'agissait, on l'a passé rapidement, c'était sur le critère d'admissibilité. Je reviens un petit peu là-dessus, je m'excuse. Par rapport au CA, être administré par un CA composé majoritairement d'utilisateurs des services de l'organisme ou de membres de la communauté qu'il dessert. Le membre de la communauté qu'il dessert, ce n'était pas clair pour moi. Est-ce que si je fais un projet pour les hommes, mon CA doit être composé d'hommes ou est-ce que la communauté qu'il dessert, c'est la communauté montréalaise? Ce serait la communauté montréalaise dans ce cas si on parle d'instance admissible au niveau communautaire. Ouais. D'accord, OK. Alors, excusez-moi, merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Parfait. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on va poursuivre. Donc, par rapport aux atouts, ça, il n'y avait pas de questions par rapport à ça. Donc, on poursuit. Pour les dépenses admissibles, donc c'est en conformité là, avec le cadre de gestion des mesures de santé publique. Ce qui va être admissible comme dépense, on parle du salaire et des honoraires professionnels, du matériel nécessaire à la réalisation des activités ou à leur production et les déplacements. Il peut y avoir aussi des dépenses admissibles au niveau de la participation citoyenne, donc le transport, des bouchées pendant une rencontre, tout ce qui renvoie à ça. Au niveau des frais administratifs, donc toutes les dépenses de frais administratifs sont admissibles jusqu'à concurrence de 10 % de la subvention là, pour les organismes et les frais de gestion jusqu'à concurrence de 5 % pour un montant maximal de 5 000 $ du 64 000 $ qui va être. Est-ce qu'on a des questions au niveau des dépenses? OK. Donc, je poursuis. Si jamais ça vous vient, là, il y aura une période à la fin pour les poser. Donc, pour le processus de sélection, comment ça fonctionne? C'est qu'on va évaluer la recevabilité des projets, donc à savoir si ça correspond aux critères. Tout d'abord, ensuite, il va y avoir une analyse des projets dans un deuxième temps qui va être fait avec un comité de sélection selon la grille d'analyse disponible à l'annexe 1 du cadre de référence, comme vous avez pu la consulter. Donc, vous voyez déjà les critères sur lesquels on va s'appuyer pour faire l'évaluation des projets. Le comité d'analyse, à date, on a des gens de la recherche, il y a des gens de la DRSP. On va avoir aussi là, des partenaires en prévention du suicide. Et ensuite, on va faire la priorisation et les choix finaux là, pour les projets. Donc, ici, vous aviez la grille d'analyse. Si jamais vous voulez consulter là, ce sur quoi on va s'appuyer pour déterminer les projets qui seront sélectionnés. On ne la passera pas ensemble. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez besoin de clarification sur certains éléments, je pourrais répondre à vos questions.
Suite au projet, dans le fond, une fois qu'on vous confirme que le projet est sélectionné, on a des mécanismes de reddition de compte 2 fois dans l'année. Donc, il va y avoir un bilan de mi-mandat le 30 octobre et il va y avoir une remise de reddition de compte finale le 31 mars 2025. Donc, au mi-mandat, vous avez aussi les documents dans le cadre de référence. Ce qui vous est demandé, c'est l'avancement du projet, si vous avez des enjeux, des besoins, les sommes qui ont déjà été dépensées à ce moment-ci. Et pour le 31 mars, on parle d'une reddition de compte complète là, avec ce qui a été fait, la nature des activités et l'ensemble des fonds qui ont été dépensés pour le projet. Donc, au niveau de notre rôle, c'est de vous offrir du soutien aux besoins, là, de l'accompagnement, du soutien aux organismes communautaires qui vont être financés, organiser une ou des rencontres d'échange régionales sur la promotion des projets qui vont être financés, puis contribuer là, à vos besoins d'arrimage avec des partenaires qui soutiennent des actions liées à la prévention du suicide aux besoins. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur le cadre de référence, sur les différents documents dans la grille d'analyse, que les critères, que les modalités, soutien financier, reddition de compte? Oui, Aurélie. Oui, bonjour. J'avais une question. Au tout début, vous avez mentionné que c'était 5 organismes qui allaient être financés pour 64 000 $, je pense que c'était ça le montant au départ. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait être comme 8 organismes qui seraient financés pour un montant moindre, ou il faut absolument que le projet soit de 5 organismes qui aient vraiment cette enveloppe-là? Ce serait final quand même. Oui, comme décision. Dans le fond, on a fait une consultation auprès des regroupements d'organismes communautaires pour voir, établir, on a essayé de se dire que ce montant-là permettait l'embauche d'une ressource. Donc, on essaie de peut-être pas aller en dessous de ça, compte tenu que c'est un financement qui est non récurrent, qui est pour 1 an. On essaie de faire peut-être des projets qui sont plus, plus grands. D'accord. Ce qui est à faire. Merci. C'est autour de 64 000. Si vous proposez un projet de 59 000 là, que vous budgétisez, c'est admissible quand même. Mais effectivement, faut que ça tourne autour de ça. D'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, on poursuit. Donc, au niveau du formulaire de soumission, et donc, Aurélie, je vois que vous avez encore la main levée. Est-ce que vous aviez une autre question? Non, désolée, je viens juste de la baisser, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, ici, pour le formulaire de soumission, c'est à nous remettre le 5 janvier. Là, mais on va y revenir à l'échéancier après. Donc, c'est de faire une brève description de l'organisation, votre expérience, votre expertise en lien avec le projet qui va être déposé, l'orientation qui va être sélectionnée, donc soit les hommes ou population en situation d'instabilité résidentielle, une description du projet, donc des activités, le contexte et le plan d'action. Donc, quels sont vos objectifs? Et pour terminer, l'aspect budgétaire du projet, donc les sommes, dans le fond, les sommes qui vont être requises, les montants de justification. Vous avez ici la section, là, tantôt, si on parlait de faire des partenariats, donc partenaire du projet s'il y a lieu. Vous l'avez aussi sur le formulaire de soumission, donc c'est sûr que ça peut être inclus ici, mais comme on vous répétait, c'est ça, il y a un seul bénéficiaire là, où l'argent va être déposé dans l'organisme. C'était bref, cette section. Est-ce qu'il y a des questions sur le formulaire de soumission? Pour ce qui est des partenariats, ça prend des lettres d'appui, je ne sais pas. Non. Non, d'accord. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le formulaire. Oui, Émile. Ma question est de savoir, est-ce que nous pouvons faire juste la demande au niveau de premier objectif, on peut faire pour le 2 en sensibilisation à la population générale, étant donné que moi, je travaille avec les adolescents et que je n'ai pas d'hommes en situation d'itinérance à qui je peux… Oui, bien sûr, c'est ça. C'est soit 1
ou l'autre. Donc, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de remplir les 2 objectifs. Vous choisissez si vous prenez l'objectif 1 ou l'objectif 2. OK. Donc, dans votre cas, c'est sûr que si quelqu'un arrive avec un projet qui est pour les hommes en situation d'itinérance, c'est correct assurément, mais l'idée, c'est de le voir comme 2 projets là, différents. Donc, il peut y avoir des projets pour les personnes en situation d'instabilité résidentielle et d'autres pour les hommes ou gens s'apparentant au stéréotype de genre masculin. Ça répond à votre question? Oui, oui. Parfait. Excellent. Donc, on poursuit avec les prochaines étapes. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour revenir en arrière. Si des fois, il y a quelque chose qui pop pendant que je continue. Donc, l'appel de projet a été lancé le 6 novembre dernier. Aujourd'hui, on fait le webinaire le 14 novembre. La date limite pour le dépôt des projets, c'est le 5 janvier. Ensuite, nous, on se laisse jusqu'au 26 janvier pour faire les choix finaux. Puis, on va communiquer avec vous le 14 février. Donc, dans ces eaux-là. Il peut y avoir toujours là, 1 ou 2 journées de balance entre chaque. Le dépôt des projets, par exemple, c'est important pour le 5 janvier parce que notre comité de sélection a que très peu de temps pour en faire la vérification. Donc, on va essayer là, de leur laisser le temps requis. Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir, donc, communication aux EBNL le 14 février 2024 pour un projet qui commence dès le 15 ou un projet qui commence quand exactement? Bien, en fait, c'est ça. On communique avec nous. Les sommes vont être versées avant le 31 mars. Nous, on doit faire sortir les sous avant le 31 mars 2024, étant donné que oui, c'est un financement 2023-2024, mais comme vous obtenez les sous le 31 mars 2024, à ce moment-là, on décale. Donc, il va y avoir le bilan mi-mandat qui est le 30 octobre et le bilan final qui est en 2025. Donc, les sommes sont reportées sur 2024-2025. Vous pouvez les dépenser jusqu'au 31 mars 2025. Donc, vous pouvez commencer le projet dès que vous avez la promesse d'allocation des sommes. Par contre, étant donné que nous, l'argent va vraiment être... Vous allez certainement recevoir l'argent avant le 31 mars pour y dire, bien, nous, on commence le projet le 1er avril 2024 à partir du moment où on a l'argent seulement. Mais une fois que vous avez eu confirmation quand même du choix, si vous voulez, vous pouvez aussi le commencer le 15 février. Dans le fond, dès qu'on a communiqué avec vous, c'est automatiquement que vous allez recevoir les sommes d'ici le 31 mars. C'est parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Aurélie. Oui, question pratico-pratique. Le formulaire de soumission, il est comme intégré dans un gros PDF qui comprend le cadre et tout. C'est vraiment ça ou est-ce que c'est un autre document qui est à aller télécharger ailleurs? C'est pas toujours très facile à remplir les PDF, là, donc... Oui, absolument. C'est un très bon point. Je vais valider, voir si c'est possible d'avoir une version Word directement sur le site de Santé Montréal. OK, super. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de l'échéance, au niveau du code de référence? Parce que sinon, ce serait terminé. Donc, pour nous, on voulait vous laisser un temps. Là, si jamais, il y a mon adresse courriel aussi dans le PowerPoint que vous avez à l'écran en ce moment. Si vous vous rencontrez, si vous commencez à remplir le formulaire de soumission, vous avez des questions, des doutes ou des trucs à préciser, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous soutenir dans la complétion du formulaire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut se laisser. Donc, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez besoin de précision, on va être disponible pour vous. Merci. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi.